Messieurs, vous avez plus de 50 ans ou vous avez des problèmes urinaires depuis quelque temps? Plusieurs maladies peuvent affecter votre prostate et il est important de les dépister tôt. Regardons-y de plus près. De la taille d'une noix de Grenoble, la prostate est située à la sortie de la vessie devant le rectum. Elle ressemble un peu à un cœur et ses deux lobes principaux entourent votre urètre, le canal qui relie la vessie au pénis et qui transporte l'urine et le sperme. La prostate est une glande sexuelle essentielle à la fertilité. Son rôle principal est de produire le liquide qui protège et nourrit vos spermatozoïdes. Sans prostate, pas d'éjaculation. Votre prostate sécrète une protéine appelée antigène prostatique spécifique, ou APS, qui conserve le sperme sous forme liquide après l'éjaculation. Cette protéine se retrouve en petite quantité dans le sang et donne des indications sur la santé de la prostate. À partir de 50 ans, il faut prêter attention à certains symptômes. La prostate augmente de volume et peut venir comprimer l'urètre. Certains peuvent alors ressentir le besoin d'uriner plus souvent, surtout la nuit, ou avoir du mal à uriner, à éjaculer ou à vider complètement leur vessie. Si ces symptômes persistent, il faut consulter un médecin. Il pourrait s'agir d'hypertrophie bénigne de la prostate. D'autres maladies, comme la prostatite, touchent les hommes de tous âges. La prostatite est une inflammation douloureuse de la prostate qui peut aussi causer des troubles urinaires ou sexuels. Elle peut entraîner une infection, de la fièvre et des frissons. Le traitement varie selon si elle est d'origine bactérienne ou sans cause connue. La troisième maladie qui affecte la prostate est le cancer. Il survient lorsque les cellules de la prostate se multiplient de manière incontrôlable. Cela forme une tumeur maligne. C'est le plus répandu des cancers masculins. Ce cancer est sournois. Il occasionne peu de symptômes, voire aucun au début. Toutefois, il est guérissable si on le découvre assez tôt et qu'il est limité à la prostate. C'est ce qui rend le dépistage si important. Les hommes les plus à risque de développer un cancer de la prostate sont les hommes de 50 ans et plus, les hommes noirs, les hommes ayant une histoire familiale de cancer de la prostate ou d'autres formes de cancer. Si vous avez des facteurs de risque, parlez-en à votre médecin. Le dépistage peut détecter le cancer de la prostate à un stade précoce, avant les symptômes et avant qu'il ne se propage. Revenons à l'APS, la protéine sécrétée par la prostate. Un simple test permet d'en mesurer le taux dans le sang. Un taux plus élevé que la normale n'est pas synonyme de cancer, mais demande d'investiguer davantage. Il pourrait indiquer une hypertrophie ou une inflammation de la prostate, ou même une infection urinaire. Idéalement, le test de l'APS devrait être jumelé à un toucher rectal pour vérifier la taille et la texture de la prostate. Il n'y a pas de formule prouvée pour prévenir le cancer de la prostate, mais maintenir un mode de vie sain peut aider à diminuer les risques. Pratiquez une activité physique 20 à 30 minutes par jour. Maintenez un poids adapté à votre âge et à votre taille. Privilégiez les fruits, les légumes, les fibres et les protéines aux graisses animales et aux aliments transformés. Vous avez des inquiétudes ou des questions? Nous sommes là pour vous. Procure remercie les spécialistes, infirmières et patients pour leur aide dans la réalisation de cette capsule. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Procure en parle. Eh oui, je m'appelle Winston McQuaid, je suis porte-parole de Procure et aussi je serai votre maître de cérémonie pendant le mois de septembre, qui est le mois consacré au cancer de la prostate. Comme l'information est le premier remède, c'est avec plaisir que nous vous présentons le deuxième de 4 séminaires webinaires dans le courant de ce mois. Aujourd'hui, nous aborderons la prédisposition génétique à un cancer de la prostate avec Evan Weber, conseiller en génétique au Centre universitaire de santé McGill. Nous aurons droit à une présentation par notre spécialiste suivie d'une période de questions. Et parlant de questions, merci pour celles reçues d'avance à info@procure.ca. Sinon, vous pouvez les soumettre en utilisant le bouton Q et A au bas de votre écran. Elles seront lues au cours de la période de questions. Et avant de débuter, nous tenons à remercier nos donateurs de fonds du cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industrial Alliance, nos partenaires Astella
AstraZeneca et Merck, des laboratoires très impliqués dans le traitement du cancer de la prostate plus avancé, de même que l'Association des urologues du Québec. Alors maintenant, j'aimerais remercier Evan Weber d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, je lui cède la parole. Evan, bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, premièrement, je vais partager mon écran. Un instant. Parfait. Alors, merci à Winston pour l'introduction et merci aussi à Procure pour l'invitation à vous parler ce soir au sujet de la prédisposition génétique au cancer de la prostate. Je suis tellement content d'être ici avec vous ce soir. En fait, ce n'est pas la première fois que je suis ici avec vous. Ça fait quelques mois que j'ai donné cette présentation en anglais. Alors, merci encore à Procure pour m'avoir invité de l'essayer une deuxième fois en français ce soir. Alors, pour commencer, ça, c'est des choses qu'on va parler aujourd'hui. Alors, on va commencer juste par parler au cancer en général, les génétiques, les facteurs de risque pour le cancer. Je vais décrire qu'est-ce que c'est une consultation génétique, qu'est-ce que c'est le dépistage génétique, qu'est-ce qui se passe pendant une consultation génétique. Je vais en parler des syndromes génétiques qui se prédisposent au cancer de la prostate. Je vais en parler des implications d'une test génétique pour quelqu'un et pour leur famille. Et bien sûr, je vais essayer de laisser un bout de temps pour des questions au fin de cette présentation. Alors, on va commencer avec le cancer. Alors, probablement, comme vous tous savez ici, le cancer est malheureusement une maladie courante. Ici, au Canada, à peu près 1 sur 2 Canadiens développera un cancer au cours de leur vie. Pour les hommes, le risque de vie, c'est à environ 45 et pour les femmes, c'est environ 43 alors un petit peu plus haut pour les gars. Pour les hommes, le risque le plus fréquent, le plus courant, c'est le cancer de la prostate. Environ 1 sur 9 hommes dans la population développera un cancer de la prostate. C'est suivi par un cancer du poumon et le cancer colorectal. Pour les femmes, c'est environ à peu près la même chose, mais le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes, suivi par le cancer du poumon et le cancer colorectal. Alors, si vous avez vu la vidéo avant cette présentation, ils ont donné une très bonne explication des facteurs de risque pour le cancer. Alors, je vais répéter quelques infos ici. Il y a plusieurs différents facteurs de risque pour un cancer. Il y a des choses qui sont modifiables, des choses qu'on peut changer dans notre vie, et des choses non modifiables qu'on ne peut pas changer. Alors, je vais commencer avec des choses non modifiables. Alors, bien sûr, comme nous tous savons ici, le cancer est beaucoup plus fréquent chez les personnes plus âgées. Alors, juste le processus de vieillir, c'est un facteur de risque de développer un cancer. Et bien sûr, on ne peut pas changer notre âge, mais juste le processus de vieillir, ça augmente nos risques. Notre sexe, si nous sommes des hommes ou des femmes. Bien sûr, comme j'ai déjà mentionné, il y a des risques entre les hommes et les femmes. C'est un petit peu plus haut pour les hommes. Et aussi, quand nous discutons des cancers, il y en a des cancers qui sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Et de l'autre côté, des cancers qui sont plus fréquents chez les femmes que les hommes. Les origines ethniques sont importantes aussi parce que nous savons qu'il y a des cancers qui sont plus fréquents ou moins fréquents dans certaines populations du monde. Je vais en parler de ça dans quelques minutes. De temps en temps, si quelqu'un a une condition de santé particulière, ça peut augmenter le risque de développer certains types de cancers. Un bon exemple, c'est que si quelqu'un a une pancréatite qui n'est pas bien suivie, après un petit bout de temps, ça peut prédisposer à un cancer du pancréas. Et bien sûr, ce que je vais parler dans quelques minutes, les génétiques. Et bien sûr, il y a des choses qu'on peut changer, des choses qu'on peut modifier, comme des choses comme vous savez déjà, la consommation du tabac, de l'alcool, le diète, la mauvaise alimentation, l'obésité. Si vous vivez une vie sédentaire, si vous ne faisiez pas beaucoup d'activités, d'exercices, et bien sûr aussi des expositions. Et ce sont des choses qu'on peut changer. Alors, qu'est-ce que c'est le cancer? C'est une bonne question. Alors, le cancer survient lorsque les cellules se divisent dans une manière incontrôlable dans le corps et se propagent dans les autres tissus. Typiquement, c'est quelque chose qui arrive complètement sporadiquement. Et c'est important à savoir que tout le cancer arrive à cause des mutations génétiques. Alors, qu'est-ce que c'est une mutation génétique?
Alors, si vous voyez la photo ici, vous pouvez voir que dans nos corps sont composés des billions de cellules. Et dans nos cellules, nous avons notre ADN, DNA en anglais, et il y a des régions sur l'ADN qui sont appelées les gènes. Et les gènes sont les instructions à nos corps qui nous disent comment de grandir, fonctionner, être en santé, tout comme ça. Si les gènes se fonctionnent comme il faut, en général, c'est responsable de nous protéger à notre santé, on peut dire. Mais de temps en temps, juste dans le processus juste de vivre nos vies, des changements dans les gènes peuvent arriver. Alors, vous pouvez voir ici, les gènes sont composés des lettres. C'est un alphabet spécifique de 4 lettres, A, C, T, G. Et l'ordre des lettres, c'est très important. De temps en temps, juste par hasard, à cause des expositions, etc., les rayons X, etc., on peut avoir des fautes d'orthographe dans nos gènes. Et le mot génétique pour ça, c'est des mutations. Et s'il y a une mutation dans une gène, on peut dire que ça brise la fonction du gène, le gène n'est pas capable de fonctionner comme il faut et ça peut causer des problèmes de santé. Dans le monde du cancer, on peut dire s'il y a des mutations qui s'accumulent dans une cellule et la cellule commence à diviser dans une façon incontrôlable, une tumeur se développe et ça devient un cancer. Alors, c'est important à savoir que typiquement, ces mutations, ça arrive seulement dans le tissu qui va développer une tumeur, qui va devenir un cancer. Ça, c'est différent des conditions génétiques qui se prédisposent au cancer, qui sont appelées les syndromes héréditaires. Alors, comme j'ai déjà dit, tous les cancers résultent de mutations génétiques, mais il y a une différence entre le mot génétique et héréditaire. Tous les cancers sont génétiques parce qu'ils sont causés par des mutations dans le tissu spécifiquement, mais pas tous les cancers. En fait, la plupart des cancers ne sont pas héréditaires. Alors, si vous regardez le cercle ici, j'ai indiqué les 3 différentes causes pour un diagnostic de cancer. Alors, la cause le plus fréquente pour un cancer, c'est une cause sporadique. Ça se compte pour à peu près 70 à 80% des cas. Typiquement, un cancer sporadique, c'est quelque chose qui est diagnostiqué à un âge plus âgé. Typiquement, il n'y a pas une histoire familiale de cancer. Peut-être il y a eu des expositions qui sont associées avec ça. Par exemple, un cancer du poumon chez quelqu'un qui a fumé pour plusieurs années. Mais typiquement, il n'y a pas vraiment des facteurs génétiques là-bas, facteurs héréditaires, je peux dire, là-bas. Ce sont des cancers qui juste arrivent. Et ça, c'est vraiment la plupart des cancers. Une deuxième catégorie, c'est le cancer familial, à peu près 15 à 20% des cas. Dans une situation d'un cancer familial, typiquement, la personne peut avoir leur cancer à un âge jeune, plus âgé, c'est variable. Typiquement, il y a une histoire familiale de cancer, mais pas vraiment quelque chose qui indique fortement quelque chose d'héréditaire, la prochaine catégorie que je vais discuter. Typiquement, dans le cancer familial, ça dit que, comme vous savez, dans la même famille, nous partageons beaucoup de choses. Dans un côté, nous partageons beaucoup de nos mêmes génétiques. Alors, peut-être c'est une combinaison de beaucoup de facteurs génétiques qui travaillent ensemble, combiné avec le fait que dans une famille, typiquement, nous partageons beaucoup des facteurs environnementaux aussi. Nous vivons dans la même maison, la même ville, le même pays. Nous partageons les mêmes modes de vie, nous mangeons les mêmes choses en général. Et peut-être c'est une combinaison compliquée qui peuvent comme prédisposer au cancer dans le cancer familial. Mais pour nous, dans la clinique génétique, c'est le cancer héréditaire qui est le plus important. Alors ça se compte pour à peu près 5 à 10% des cas de cancer. Et quand il y a un cancer héréditaire, ça dit que quelqu'un est né avec une mutation dans une gène dans toutes les cellules du corps. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé complètement par hasard à cause des expositions, etc. C'est quelque chose qui sont nés avec. Et au lieu d'être seulement dans le tissu qui va devenir le tumeur, la mutation, c'est dans toutes les cellules du corps. Et cette personne a une prédisposition à développer certains types de cancers. Et cette personne aussi peut transmettre cette mutation à leur enfant. Alors, pour nous, dans notre clinique, c'est important de trouver les familles qui ont le cancer héréditaire. Alors, quels sont les drapeaux rouges pour un cancer héréditaire dans une famille? Alors, si nous voyons des personnes avec des cancers diagnostiqués à des jeunes âges, par exemple, un cancer du sein à moins que 35 ans, un cancer du côlon à moins que 40 ans, etc., c'est un drapeau rouge.
Typiquement, avec le cancer héréditaire, nous voyons un antécédent familial de cancer aussi. Et typiquement, chaque syndrome qui se prédispose au cancer a des cancers spécifiques que nous voyons avec ce syndrome. De temps en temps, quand quelqu'un a un cancer et ils font une biopsie ou une chirurgie, le labo de pathologie peuvent nous indiquer qu'il y a certaines caractéristiques spécifiques aux tumeurs qui peuvent indiquer que c'est plus probable être génétique. Et aussi, bien sûr, si quelqu'un a plusieurs cancers eux-mêmes, par exemple, si quelqu'un a un cancer du sein bilatéral des deux côtés ou de différents cancers eux-mêmes, par exemple, un cancer du sein et des ovaires dans la même personne ou un cancer de la prostate et le cancer du pancréas chez une personne aussi. Alors, nous regardons pour toutes les choses que je viens de mentionner dans nos cliniques. Alors, bien sûr, nous sommes ici pour parler au sujet du cancer de la prostate. Alors, comme j'ai déjà dit, à peu près 1 sur 9 Canadiens vont développer un cancer de la prostate pendant leur vie. C'est un risque d'environ 11 à 12 %. Et bien sûr, comme vous probablement savez ici, la plupart des cancers de la prostate restent localisés. Mais c'est important à savoir qu'il y a une sous-catégorie de cancers de la prostate qui peuvent être agressifs et peut métastaser. Et ça, c'est important parce que nous voulons éviter cette situation, bien sûr. Alors, quels sont les facteurs de risque spécifiques pour le cancer de la prostate? Un qui est extrêmement important, c'est l'histoire familiale. Alors, même si il n'y a pas un syndrome héréditaire ou une condition génétique connue dans une famille, même juste avoir une histoire familiale de cancer de la prostate se prédispose, pas prédispose, mais ça donne un risque plus élevé pour les autres membres de la famille. Par exemple, si quelqu'un a juste un membre de la famille de premier degré, par exemple leur père, avec un cancer de la prostate, ça dit que pour les autres membres de la famille de premier degré, le risque est environ double. Alors, bien sûr, même si ce n'est pas génétique ou héréditaire, si quelqu'un a une histoire familiale du cancer de la prostate, c'est important à discuter avec leur médecin et de discuter comment c'est le dépistage pour le cancer de la prostate. Alors, comme j'ai déjà mentionné, dans certaines populations du monde, dans certaines ethnicités du monde, il y a des cancers qui sont plus fréquents. Avec le cancer de la prostate, nous savons que des personnes qui ont des origines de West Afrique et des Caraïbes ont un risque plus haut pour un cancer de la prostate que les autres populations. Bien sûr, des facteurs comme le mode de vie, le style de vie. Bien sûr, on a déjà parlé des facteurs de risque, l'alcool, le tabagisme, si quelqu'un n'exerce pas, l'obésité, etc., peuvent augmenter le risque. Et bien sûr, ce que je vais parler aujourd'hui, les syndromes héréditaires. C'est important à se souvenir que la plupart des cancers de la prostate ne sont pas héréditaires, surtout si le cancer est localisé. C'est vraiment pour nous, c'est important d'avoir une investigation génétique si le cancer est métastatique ou s'il a une histoire familiale de cancer aussi. Alors, on va discuter maintenant le test génétique pour le cancer de la prostate et le processus d'avoir un test génétique. Alors, une bonne question. J'ai un cancer de la prostate, dois-je me faire tester? C'est une bonne question et il n'y a pas vraiment des règles spécifiques pour ça. Il n'y a pas comme des guidelines qui disent, OK, cette personne a besoin de faire un test génétique. Alors, j'ai donné une liste des choses à considérer. Alors, à considérer si il y a des antécédents familiaux de cancer du sein diagnostiqués à un jeune âge ou multiples diagnostics de cancer du sein dans une famille. Si quelqu'un a un cancer de la prostate et il y a une histoire familiale de cancer de l'ovaire ou de pancréas à tous les âges, ou s'il y a 2 ou plus d'autres diagnostics de cancer de la prostate dans la famille, ça serait une bonne idée de demander un rendez-vous avec le génétique. Si quelqu'un a un cancer de la prostate et vient d'une famille juive ashkénaze ou une famille juive de l'Europe, c'est important à discuter un rendez-vous en génétique ou un test génétique parce qu'il y a une condition génétique qui se prédispose au cancer de la prostate qui est beaucoup plus fréquent dans cette population. Si quelqu'un a un syndrome de cancer héréditaire déjà connu dans la famille, c'est important. Idéalement, cette personne aura vu génétique avant leur diagnostic de cancer pour essayer de le prévenir ou la détection précoce, mais bien sûr, ce n'est pas toujours la situation. Et la dernière catégorie, c'est beaucoup plus nouveau, pendant les dernières probablement 2 à 4 ans. Et c'est une situation que si quelqu'un a un cancer qui est métastatique, et s'il y a certaines caractéristiques de leur tumeur appelées intracanalaires ou cribriformes ou des cancers à groupe risque élevé ou très élevé, la raison pour ça est que
pendant les dernières quelques années, il y a des nouveaux traitements pour le cancer de la prostate métastatique qui sont causés par des mutations spécifiques. Alors, pour tout le monde qui peut bénéficier de ce traitement, c'est important à lui offrir le test génétique parce que, bien sûr, ça peut ouvrir des portes pour le traitement. Alors, qu'est-ce qui passe lors d'une consultation génétique? Alors, premièrement, comment est-ce que quelqu'un nous voit dans la clinique génétique? Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de cliniques de génétique ici à Québec, dans les grandes villes, à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, Chicoutimi. Alors, typiquement, les patients sont référés à nous par un urologue ou un oncologue, mais nous acceptons des demandes de consultation de tout le monde, un médecin de famille, par exemple. Nous avons des listes d'attente, mais quand quelqu'un a un cancer métastatique ou a besoin de faire un test génétique pour une raison du traitement, nous essayons de les voir le plus vite que possible. Alors, pendant une consultation génétique, il voit un conseiller en génétique comme moi-même ou un médecin en génétique. Typiquement, c'est fait face à face à l'hôpital, mais bien sûr, à cause de la pandémie, une des choses qui est bon à cause de la pandémie est qu'il y a beaucoup plus de flexibilité de voir nos patients par téléconférence. Alors, nous voyons beaucoup de nos patients par téléphone ou par visioconférence. Nous discutons de leur histoire médicale et familiale. Nous regardons pour des drapeaux rouges, des facteurs de risque. Nous faisons nos évaluations d'un risque pour un cancer héréditaire et nous disons à nos patients si nous pensons que le risque est haut, moyen ou bas pour une possibilité d'un syndrome héréditaire de cancer. Nous donnons des éducations, des conseils à nos patients et des recommandations pour le suivi. C'est important à dire qu'un rendez-vous en génétique, ce ne dit pas que 100% cette personne va avoir un test génétique. Il y a des personnes qui se viennent dans notre clinique et nous disons que le risque pour un syndrome héréditaire, c'est très bas et un test génétique n'est pas indiqué. De temps en temps, nous voyons une patiente dans notre clinique et nous disons oui, votre histoire familiale est suspicieuse, mais c'est mieux de commencer avec un test génétique avec quelqu'un d'autre. Par exemple, si la personne que nous voyons n'a pas un cancer, mais son frère a eu un cancer de la prostate, c'est mieux de commencer avec le frère, etc. Mais quand le test génétique est fait, c'est typiquement fait avec une prise de temps et aussi de temps en temps un test de salive. Alors, une question que beaucoup de mes amis me demandent, c'est qu'est-ce que c'est le cancer génétique et qu'est-ce que c'est un cancer en génétique? Alors, ça, c'est la définition qui a été écrite dans le journal de cancer génétique en 2006. Ça, c'est la définition officielle de notre profession et ce que nous faisons. Alors, le cancer génétique, c'est le processus qui aide les gens à comprendre et s'adapter aux implications médicales, psychologiques et familiales des contributions génétiques à la maladie. Pour nous, c'est toujours important de penser, bien sûr, aux médecins, aux facteurs médicaux, aussi à la famille, et aussi les facteurs psychosociaux qui peuvent être très compliqués quand nous discutons des choses comme les conditions génétiques. Alors, des sous-catégories de ce que nous faisons. Nous faisons des interprétations des antécédents familiaux et médicaux pour évaluer le risque d'apparition ou récurrence d'une maladie. Alors, vraiment, une interprétation de risque. Éducation. Nous sommes toujours ici pour éduquer nos patients sur la transmission, l'héritage, les tests génétiques, la gestion, la prévention, les ressources et la recherche. Et dernièrement, le counseling, le conseil, pour vraiment aider nos patients pour faire des choix éclairés et adaptés à des risques ou des conditions génétiques. Alors ça, c'est vraiment ce que nous faisons dans notre profession, le cancer génétique. Alors, quand quelqu'un se passe une test génétique, quels sont les résultats possibles d'une test génétique? Il y a 3 résultats possibles. Un résultat positif, on a trouvé quelque chose qui est la cause d'un cancer, on a trouvé une mutation. Un résultat incertain, on a trouvé quelque chose, mais pour le moment, on n'a pas assez d'infos pour vraiment dire est-ce que ça, c'est la cause de l'histoire familiale de cancer ou non. Ou le résultat le plus fréquent que nous avons, un résultat négatif, on n'a rien trouvé. Alors, quand le résultat est positif, comme j'avais dit, ça dit que nous avons trouvé une mutation dans une gène qui est présente dans toutes les cellules du corps. Un autre mot pour mutation, c'est une variante pathogène. C'est un mot un peu plus médical pour ça. Dans cette situation, comme j'avais dit, on a trouvé le cause génétique pour le cancer. Le variant explique de manière plausible les antécédents personnels et ou familiaux. La présence de cette variant a un impact sur la gestion médicale. Comme j'ai déjà dit, de temps en temps, ça peut influencer les décisions pour les traitements, ça peut ouvrir des portes pour certains médicaments
Et aussi, ça peut vous donner des informations de dépister pour des autres cancers dans le futur, par exemple. Et bien sûr, quand nous avons un résultat positif, c'est important d'offrir cette même test génétique chez les autres membres de la famille pour en savoir si les autres personnes de la famille sont à risque pour le cancer, sont à risque plus élevé pour le cancer ou non. Un résultat incertain, un autre mot pour ça, c'est une variante de signification incertain. En anglais, c'est Variant of Uncertain Significance, VUS. Nous utilisons le mot VUS de temps en temps. Ça dit que, comme j'avais dit, nous avons trouvé un changement génétique, mais honnêtement, avec les infos que nous avons à ce moment, on ne peut pas dire si cette variante est la cause du cancer de la famille est capable de prédisposer au cancer ou si c'est absolument rien et n'est pas associé avec une prédisposition génétique. Alors, comme j'avais dit, ce n'est pas clair si le variant affecte la fonction du gène. Ce n'est pas clair si le variant est associé à la maladie et la cause du cancer de la famille. Et typiquement, tester les autres membres de la famille est inutile et généralement, ce n'est pas recommandé, mais ça dépend de la situation. Et la dernière catégorie, comme j'ai déjà dit, le résultat le plus fréquent, c'est le résultat négatif. En situation, on n'a rien trouvé. La cause du cancer chez le patient ou la famille reste inexpliquée. Peut-être c'est juste sporadique, peut-être c'est multifactoriel, familial, peut-être il y a un autre gène qu'on n'a pas encore découvert. Nous ne savons pas. Typiquement, il n'y a pas vraiment de valeur à tester les autres membres de la famille, mais ça dépend le cas. Et typiquement, nous offrir des recommandations de gestion basées sur les antécédents familiaux. Alors, bien sûr, s'il y a une histoire familiale de cancer de la prostate, nous recommandons à les membres de la famille de faire un dépistage pour un cancer de la prostate. Alors, je vais continuer maintenant par discuter les syndromes de prédisposition au cancer de la prostate. Je ne vais pas en parler de tout, mais je vais parler au sujet des syndromes les plus fréquents, les plus importants. Alors, les deux syndromes les plus importants qu'on va discuter aujourd'hui sont le syndrome héréditaire de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire. En anglais, c'est Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome, ou HBOC, c'est l'acronyme que nous utilisons beaucoup. C'est causé par des mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2. Un deuxième syndrome, c'est appelé le syndrome de Lynch, causé par des mutations dans MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 et EpCAM. Je vais en expliquer tout ça dans quelques minutes. Et finalement, je vais en parler au sujet d'une catégorie des gènes qui sont appelés les gènes de pénétrance modérée, comme l'ATM, CHEK2, PALB2 et RAD51D. Alors, juste pour commencer avec le HBOC, causé par le BRCA1 et BRCA2, vous pouvez voir, c'est la photo au droit de votre écran ici. Ça, c'est une photo que j'ai prise d'un article d'un journal qui a été publié en 2016. Et ce qu'ils ont fait, ils ont regardé plusieurs hommes, beaucoup d'hommes avec le cancer du prostate métastatique. Ils ont fait une test génétique assez compréhensive pour les hommes. Ils ont regardé premièrement combien de ces hommes ont eu une cause génétique et quelles sont les mutations ou les gènes les plus fréquemment impliqués. Et vous pouvez voir ici que selon ces cercles, tous les noms ici sont des noms des gènes. Le BRCA2, c'est par beaucoup le plus fréquent, 44% des cas qu'ils ont identifiés ici. Et le BRCA1, c'est à peu près 7%. Alors, comme vous pouvez voir ici, le BRCA1, le BRCA2 se comptent pour environ 50% des cas des causes génétiques pour les personnes avec le cancer de la prostate métastatique. Alors, quels sont les risques associés avec le HBOC? Alors, pour le HBOC, il y a plusieurs différents risques. Ils sont un peu différents entre le BRCA1 et le BRCA2, mais ils sont similaires. Je peux vous dire qu'avec le syndrome HBOC, les risques sont plus hauts et les implications sont probablement plus intensives pour les femmes. Alors, pour une femme avec le BRCA1 et le BRCA2, le risque de développer un cancer du sein, c'est d'environ 70%, comparé à un risque dans la population en général d'environ 12%. Avec le BRCA1 et le BRCA2, il y a un risque élevé pour le cancer des ovaires. Et vous pouvez voir ici que c'est beaucoup plus haut pour le BRCA1, 44%, et le BRCA2, environ 17%, comparé à un risque dans la population d'environ 1,5%. Pour le cancer de la prostate, j'ai donné des numéros ici, mais selon moi, je trouve que c'est souvent difficile à donner des bons risques pour le cancer de la prostate avec le BRCA1 et le BRCA2.
Dans la prochaine diapo, je vais essayer de vous donner une réponse un peu plus précise. Mais typiquement, ce que j'ai dit à mes patients récemment, avec le BRCA1, le risque pour le cancer de la prostate est environ 10 à 20 et avec le BRCA2, 20 à 40 comparé à un risque dans la population d'environ 11 à 12 Et pour les hommes, c'est aussi important qu'ils peuvent développer un cancer du sein. Dans la population, c'est un risque d'environ 1 sur 1000, 0,1 et ça augmente à 1 avec le BRCA1 et 7 avec le BRCA2. Et juste pour dire, avec le BRCA2, nous savons qu'il y a un risque augmenté pour le cancer de la pancréas et la mélanome aussi, mais on n'a pas vraiment des bons numéros pour ça. Alors, comme j'avais dit, je me trouve que c'est un peu difficile de donner des bons numéros à mes patients pour le risque pour le cancer de la prostate avec le BRCA1 et le BRCA2. Mais en fait, ici en génétique, c'est toujours important de rester à date avec la littérature. Et il y a eu une publication l'année dernière, en 2020, qui a regardé les risques pour le cancer de la prostate chez les hommes qui se portent une mutation dans BRCA1 et BRCA2. Alors, ils ont suivi environ 400-450 hommes avec le BRCA1 et le BRCA2. Ils ont regardé pour en voir s'ils vont développer un cancer de la prostate. Alors, vous pouvez voir ici, ce sont des risques qu'ils ont regardés. Alors, au fond ici, ça dit l'âge de quelqu'un et cet axis ici, l'axis Y, ça donne le risque de développer un cancer à cet âge. Alors, la ligne en bas, en bleu, c'est le BRCA1 et la ligne en haut, en orange, on peut dire, c'est le BRCA2. Vous pouvez voir ici que le risque pour le cancer de la prostate est très bas avant l'âge de 45 ans et même l'âge de 50 ans. Et c'est vraiment à l'âge de 50 ans que nous commençons à voir une augmentation. Vous pouvez voir ici que le BRCA2 augmente plus rapidement que le BRCA1. Et à l'âge de 75 ans, cet papier a dit que le risque pour le BRCA1, c'est environ 20 et le BRCA2, c'est environ 27 Et vous pouvez vraiment voir une grande différence entre le BRCA1 et le BRCA2 après l'âge de 75 ans. Et il dit ici, dans ce papier, à l'âge de 85, le risque de vie en BRCA1, c'est de 29 et en BRCA2, c'est 60 Alors, comme j'avais dit, ce numéro de 60 avec le BRCA2, c'est beaucoup plus haut que nous avons anticipé. Selon moi, je ne suis pas encore complètement convaincu, mais c'est clair que ces numéros sont plus hauts que nous avons déjà pensé et on a besoin de faire plus de littérature, plus des études sur ça. Alors, les messages clés de cette diapo, c'est que avec le BRCA1 et le BRCA2, le risque est 2 à fois plus élevé pour le cancer de la prostate. C'est important de savoir que même avec le BRCA1 et le BRCA2, le risque spécifique se dépend sur l'histoire familiale aussi. Alors, si quelqu'un porte une mutation en BRCA2 et a une histoire familiale de cancer de prostate, beaucoup de personnes par exemple, le risque est plus haut pour un cancer de la prostate que quelqu'un avec cette même mutation, mais aucune histoire familiale de cancer de la prostate. Particulièrement pour BRCA2, nous savons que le cancer semble plus agressif, peut-être pour le BRCA1, mais définitivement avec le BRCA2. Et comme j'ai déjà dit, ce numéro de 60 c'est beaucoup plus haut qu'anticipé. Peut-être c'est à cause du fait que ces hommes dans cette étude ont vraiment eu une bonne dépistage. Je ne sais pas, on a besoin de continuer nos investigations. Alors, quelles sont les recommandations de gestion pour des personnes qui ont ces mutations? Je vais juste commencer avec les femmes parce que, comme j'avais dit, les implications sont pas mal intensives. Alors, pour une femme qui porte une mutation dans le BRCA1 ou le BRCA2, nous commençons le dépistage pour le cancer du sein à 25 ans avec un examen clinique et une résonance magnétique et nous ajoutons une mammographie à l'âge de 30 ans. Il y a aussi une option pour quelqu'un qui veut réduire le risque le plus que possible d'avoir une mastectomie bilatérale, c'est-à-dire une ablation des seins préventif pour réduire les risques. Peut-être vous avez entendu l'histoire d'Angelina Jolie qui a eu une mutation dans le BRCA1 et elle a décidé de faire cette chirurgie. Pour les ovaires, c'est un peu différent. Peut-être vous vous souvenez que les risques sont plus bas pour le cancer des ovaires, mais la grande différence est que nous n'avons pas vraiment une bonne façon de dépister pour le cancer des ovaires. Pour cette raison, nous recommandons une chirurgie pour enlever les ovaires et les trompes de Fallope pour vraiment réduire le risque pour ce cancer qui est très agressif.
Alors, pour le BRCA1, nous recommandons de faire cette chirurgie entre 35 à 40 ans. Et avec le BRCA2, c'est possible d'attendre un petit peu plus, on peut attendre un petit peu jusqu'à 40 à 45 ans. Il y a le dépistage qui est disponible pour le cancer des ovaires, mais honnêtement, le bénéfice est incertain et c'est vraiment une forte recommandation à ce moment pour faire cette chirurgie. Et pour les hommes, quelles sont nos recommandations? Alors, pour quelqu'un qui n'a pas eu un cancer de la prostate déjà, nous recommandons de faire un test d'APS annuel. Alors, c'est une prise de sang qui peut dépister pour une protéine que nous voyons avec le cancer de la prostate et un toucher rectal à partir de 40 à 45 ans. Mais c'est variable. Alors, si dans une famille, il y a un cancer de la prostate qui a été diagnostiqué plus jeune que ça, peut-être on peut commencer à un âge plus jeune. Ça dépend de la famille. Nous recommandons d'utiliser un seuil pour l'APS qui est plus bas que les recommandations dans la population en général, juste pour être sûr que nous ne manquons rien. Et bien sûr, c'est beaucoup plus important pour le BRCA2 que le BRCA1. Maintenant, dans notre clinique, nous sommes en discussion avec les autres équipes pour en savoir est-ce qu'il y a un rôle pour des choses comme des IRM, des résonances magnétiques pour la prostate. Pour le moment, on verra. Alors, to be determined, on dit en anglais. Nous sommes en discussion avec ça. Et avec le risque pour le cancer du sein chez les hommes, c'est vraiment juste un examen clinique des seins et juste de savoir les risques, les symptômes possibles d'un cancer du sein chez les hommes. Et pour les mélanomes, le cancer du pancréas, on n'a pas vraiment de grandes recommandations. Ça dépend de l'histoire familiale. Alors, au sujet des autres syndromes qui se prédisposent au cancer de la prostate, un autre qui est important à discuter, c'est le syndrome de Lynch. Alors, comme j'ai déjà mentionné, le syndrome de Lynch, c'est causé par des gènes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 et EpCAM. Et si vous regardez cette cercle ici que je viens de vous montrer il y a quelques minutes, vous pouvez voir que vraiment, ce n'est pas une grande proportion des cas. Vous pouvez voir le PMS2, c'est 2%, le MSH2, 1%, MSH6, 1%. C'est vraiment une petite proportion des cas. Mais le syndrome de Lynch, c'est un syndrome génétique, comme le HPOC, qui se prédispose au cancer gastro-intestinal, comme le cancer du côlon, le cancer de l'intestin grêle, le cancer de l'estomac, des cancers gynécologiques chez les femmes, le cancer de l'utérus, le cancer des ovaires et les cancers génitaux urinaires, comme le cancer du vessie, les reins et l'urètre. Avec le cancer de la prostate, je peux vous dire que probablement, avec tous les gènes associés avec le syndrome de Lynch, il y a un risque accru pour le cancer de la prostate, mais on n'a pas vraiment des bons numéros. Et ça aussi dépend du gène. Les risques sont différents avec chacun des gènes pour le syndrome de Lynch. Pour le moment, il n'y a pas assez de preuves qui peuvent dire que nous recommandons un dépistage pour le cancer de la prostate pour tout le monde avec le syndrome de Lynch, mais c'est quelque chose que tout le monde peut discuter avec leur médecin. Et aussi, bien sûr, c'est plus important si quelqu'un a le syndrome de Lynch et une histoire familiale de cancer de la prostate. Je vais en mentionner juste cette gène très vite parce que c'est très, très rare, mais c'est vraiment le seul syndrome génétique qui se prédispose seulement au cancer de la prostate et c'est nommé le OXB13. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Je pense que même à ma clinique, on n'a jamais vu ça. Mais c'est causé par une mutation qui est associée avec un risque élevé pour le cancer de la prostate. Typiquement, ils sont diagnostiqués à des âges plus jeunes et typiquement, il y a une histoire familiale de cancer et ils peuvent être plus agressifs aussi. Comme j'avais dit, j'ai jamais vu un cas. Nous offrirons ce test pour tout le monde avec beaucoup de cancers de la prostate dans la famille et on ne l'a jamais trouvé, mais nous testons pour ça. Et je vais terminer avec les gènes de pénétrance modérée. Comme j'ai mentionné, le CHEK2, le ATM, le PALB2, le RAD51D. Si vous regardez le cercle une autre fois, vous pouvez voir qu'ils sont des choses qui sont fréquentes dans le cancer de la prostate. ATM 13%, CHEK2 12%, PALB2 4%, RAD51D 4%. Et ces gènes sont appelés des pénétrances modérées parce qu'ils sont associés avec des risques élevés pour un cancer, mais les risques sont plus bas que pour des syndromes plus typiques comme le HPOC, BRCA1, BRCA2 et les syndromes de Lynch. Avec chacun de ces gènes, nous pensons que peut-être il y a un risque élevé pour le cancer de la prostate.
Bien sûr, à cause du fait que le cancer de la prostate est tellement fréquent dans la population, c'est toujours difficile d'en savoir si quelqu'un avec une mutation dans CHEK2 développe un cancer de la prostate. Est-ce que c'est causé par le CHEK2 ou est-ce que c'était juste quelque chose qui est arrivé par hasard chez quelqu'un qui a cette mutation? Mais nous pensons que probablement il y a des risques élevés. Il y a des risques élevés pour les autres cancers aussi, par exemple pour le CHEK2, le ATM, le PALB2, le cancer du sein. Et typiquement pour la prostate, la surveillance est dictée par l'histoire familiale. Une autre fois, si quelqu'un a une histoire familiale de cancer de la prostate, c'est en fait plus important de faire le dépistage. Et bien sûr, dans chaque cas de quelqu'un qui porte une de ces mutations, c'est important d'avoir une consultation avec un conseiller en génétique, avec un médecin en génétique pour en discuter leur cas spécifique et pour donner des recommandations plus personnalisées et ciblées utilisant leur histoire familiale. Alors, je vais terminer aujourd'hui par discuter des implications personnelles et familiales d'une test génétique parce que, bien sûr, ce n'est pas juste pour la science, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour les patients et pour les familles. Alors, pour quelqu'un qui peut passer une test génétique, pourquoi c'est important pour eux? Alors, pour quelqu'un qui a un cancer de la prostate métastatique, comme j'ai déjà mentionné, il y a des traitements ciblés qu'on peut offrir à ces patients. Alors, peut-être dans les autres webinaires de Procure en parle, quelqu'un a parlé au sujet des médicaments qui sont appelés les inhibiteurs de PARP. Ce sont des médicaments ciblés qui se fonctionnent mieux chez des personnes qui portent des mutations dans le BRCA1 et le BRCA2. Alors, ça, c'est pourquoi c'est important d'offrir cette test génétique à tout le monde qui a des cancers de la prostate métastatique pour en voir si ces personnes bénéficieraient de ce médicament. Et bien sûr aussi, pour quelqu'un qui se teste positif, on peut offrir un dépistage personnalisé pour des risques pour des futurs cancers, par exemple un cancer du sein chez un homme, etc. Et bien sûr, ce n'est pas seulement pour le patient, mais avec la génétique, c'est important pour les autres membres de la famille, les enfants, les frères, les sœurs, si quelqu'un est jeune, leurs parents, les tantes, les oncles, toute la famille, les cousins. Parce que si quelqu'un se teste positif pour un syndrome héréditaire, la prochaine étape, c'est d'offrir ce test génétique chez les autres membres de la famille pour en savoir qui d'autre dans la famille a hérité cette mutation et si oui, si on peut leur donner une bonne évaluation de risque et une gestion personnalisée pour le risque pour essayer d'éviter des cancers ou détecter des cancers à des stages précoces si possible. Alors, on parlait à la famille. Alors, c'est important à savoir que presque tout, et bien sûr tous les syndromes que j'ai en discuté aujourd'hui, qui se prédisposent au cancer de la prostate, suivent une transmission appelée autosomique dominante. Ça dit que on a tous 2 copies de chaque gène dans toutes nos cellules du corps. Alors, je vais essayer d'utiliser mes doigts ici. Je ne sais pas si vous pouvez me voir, mais nous avons tous 2 copies de chaque gène. Avec une condition autosomique dominante, une copie se fonctionne comme il faut et l'autre copie a une mutation. Et chaque fois que quelqu'un avec ces conditions a un enfant, ils peuvent transmettre la copie du gène qui se fonctionne comme il faut ou la copie qui ne fonctionne pas comme il faut, qui a la mutation. Et pour cette raison, nous disons que chaque fois que quelqu'un qui a un syndrome héréditaire dominant a un enfant, il y a une possibilité de 50% que l'enfant a hérité cette mutation et 50% que l'enfant n'a pas hérité cette mutation. Et c'est facile à tester avec une prise de sang. Typiquement, quand quelqu'un a une de ces mutations, par exemple le BRCA1 ou le syndrome de Lynch, ça vient d'un parent. C'est une chance égale de venir du père ou de mère. Ça peut venir des 2 côtés. Et comme j'ai déjà mentionné, pour chaque enfant, c'est une probabilité de 50%. Alors, comme j'avais dit, si quelqu'un se teste positif, prochaine étape, tester tous les membres de la famille s'ils sont intéressés, les enfants, les frères, les sœurs, les parents. Et cette test génétique est disponible à l'âge de 18 ans parce que les risques pour les cancers pour les enfants sont minimes. Et j'ai fait une note ici parce que peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas atteintes d'un cancer de la prostate ou d'un cancer en général, mais ils ont une histoire familiale de cancer. C'est important à savoir que c'est toujours mieux de commencer ou d'initier les tests génétiques dans une famille avec quelqu'un qui a déjà eu un cancer ou a un cancer à ce moment, parce que ça lui donne la meilleure possibilité de trouver cette condition génétique et de mieux offrir une test génétique le plus spécifique, le plus exact chez les autres membres de la famille.
Bien sûr, ce n'est pas toujours possible. Il y a des personnes qui ne veulent pas passer un test génétique. Il y a des personnes qui ne sont pas atteintes et tout le monde qui a eu des cancers sont décédés, par exemple. Il y a aussi des autres options, bien sûr, mais c'est toujours mieux de commencer avec quelqu'un qui a déjà eu un cancer. Alors, pour conclure cette webinaire aujourd'hui, j'ai quelques points importants à retenir. Alors, si vous partez aujourd'hui, ce sont des choses les plus importantes que je veux que vous vous souveniez aujourd'hui. Alors, la plupart des cancers de la prostate ne sont pas héréditaires. Comme j'ai déjà mentionné, sporadique, familial, c'est seulement à peu près 5 à 10 qui sont héréditaires. C'est plus haut si le cancer est métastatique. Une histoire familiale de cancer de la prostate confère un risque accru aux membres de la famille, même si ce n'est pas héréditaire. Alors, même si le test génétique revient négatif pour quelqu'un avec un cancer de la prostate, c'est important à faire des tests APS et des touchés rectales pour les autres hommes dans la famille. Considérer ou envisager un test génétique si le cancer est métastatique ou s'il y a des antécédents familiaux au cancer de la famille, des cancers multiples ou les cancers jeunes, le sein, les ovaires, la prostate, le pancréas. Et bien sûr, le test génétique pour le cancer de la prostate peut avoir un impact sur le traitement et le suivi médical et peut avoir des implications médicales importantes pour les membres de la famille, les hommes et les femmes. Alors, j'ai une dernière diapo ici. Je sais que c'est en anglais, mais je pense que c'est une bonne diapo. C'est drôle, mais aussi c'est très vrai. Ça dit que c'est un médecin qui dit ce que je vais vous dire peut changer votre vie pour éternité. Est-ce que vous êtes sûr que vous voudrez savoir? C'est drôle, mais aussi c'est vrai parce que quand nous sommes avec nos patients, nous savons que vraiment les nouvelles qu'on peut donner aux patients peuvent vraiment changer leur vie. Ça peut dire que oui, il y a des risques élevés pour des cancers pour eux. Ça dit que oui, c'est possible que leur enfant peut avoir hérité quelque chose qui leur donne un risque élevé pour le cancer de la prostate ou des choses comme le cancer des ovaires. Et nous sommes sensibles à ça et nous sommes vraiment bien entraînés pour parler de ces choses comme ça avec nos patients. Il y a des émotions compliquées associées avec des conditions génétiques, la tristesse. De temps en temps, des patients sont fâchés contre le cancer, fâchés contre nous, fâchés contre leur famille, la deuil, la culpabilité. Et vraiment, nous sommes ici pour aider les familles pendant ces processus. Alors, je vais finir mon présentation maintenant et je serai content de prendre des questions. Le micro n'était pas ouvert. Alors, Evan Weber, merci beaucoup pour ce flot d'informations. Vraiment, il y a beaucoup d'informations. Et on passe maintenant à la période des questions, comme vous l'avez dit, avec Marie-Christine, qui, avec son équipe d'infirmières chez Procure, viennent en aide de façon quotidienne aux gens qui ont besoin d'en savoir davantage. Alors, Marie-Christine, la parole est à vous, ma chère. Ben, merci beaucoup, Winston. On va commencer tout de suite avec une première question. On a dans une famille 3 générations là, de cancer de la prostate. On parle du grand-père, du père, oncle, frère. Et puis, on veut savoir à ce moment-là, c'est quoi l'impact sur les sœurs? Est-ce que les sœurs devraient se faire finalement tester pour un cancer du sang? Une excellente question. Alors, le fait qu'il y a tellement de cancers de la prostate dans cette famille, c'est important d'avoir une investigation génétique si sont intéressés. Bien sûr, je pense que vous avez dit qu'il y a 3 cas ou 4 cas dans une famille. C'est important d'investiguer ça parce que c'est très suspicieux pour quelque chose d'héréditaire. La question pour les femmes dans la famille, ça dépend des résultats d'une test génétique. Alors, par exemple, si le cancer de la famille est causé par le BRCA1 ou le BRCA2, la prochaine étape serait de tester les autres membres de la famille, comme les sœurs, comme les filles, etc. Et si dans cette situation, cette personne se teste positive pour ce syndrome, ça peut dire qu'il y a des risques élevés pour le cancer du sein et le cancer des ovaires. Mais ça dépend, parce que si nous trouverons que si le cancer n'est pas héréditaire ou si c'est causé par un syndrome génétique comme le OXP13 qui n'est pas associé avec le cancer du sein, il n'y aurait aucune évidence qu'il y a un risque élevé pour le cancer du sein chez les femmes dans la famille. Alors, ça vraiment dépend de la situation spécifique dans la famille. Ce n'est pas une histoire familiale du cancer de la prostate qui dit que le cancer du sein est plus... les femmes dans la famille sont plus à risque pour le cancer du sein. C'est vraiment la condition génétique qui cause ça. Très bien.
j'ai appris que dans ma famille, la famille de mon père, là, que je ne connais pas, là, parce que j'ai été adoptée, mais j'ai appris dernièrement qu'il y avait justement là, des cancers du sein liés au BRCA. Est-ce que moi, j'ai hérité de ce gène-là, puis est-ce que je dois subir des tests génétiques? Oui, alors une autre bonne question. Alors, c'est important à savoir que, comme j'ai déjà mentionné, les mutations de BRCA1 peuvent venir du côté maternel ou paternel. Alors, dans cette situation, le fait qu'il y a une mutation dans une gène BRCA dans la famille paternelle, ça indique que oui, c'est possible que cette patient est à risque pour cette mutation. Bien sûr, ça dépend. Si son père ne porte pas cette mutation, il n'est pas à risque, mais si son père porte cette mutation, son risque d'avoir cette mutation, c'est 50%. Dans un monde idéal, nous disons à tous nos patients d'essayer de trouver le rapport génétique dans la famille qui confirme la mutation spécifique, parce que chaque mutation a un nom spécifique. Ça aide le labo génétique pour vraiment identifier si quelqu'un a cette mutation ou non. Mais aussi, nous savons que dans certaines situations, par exemple, quelqu'un adopté, ce n'est pas toujours possible. Alors, dans cette situation, j'encourage cette patiente de voir si c'est possible de trouver ce rapport génétique, mais sinon, ils peuvent demander un rendez-vous en génétique et on peut lui offrir quelque chose, bien sûr. Merci, Evan. On a une autre question qui est très importante. Ma mère est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 52 ans. Ça a été un cancer virulent, puis elle en est décédée. Moi, son fils, j'ai eu un cancer de la prostate à l'âge de 48 ans. Cela dit, c'est pas clair, là, toute la parenté, puis s'il y avait d'autres cas dans la famille. Cela dit, est-ce que je devrais me faire tester? J'ai 3 garçons. Puis quand j'ai été diagnostiquée, je m'excuse, là, Evan, mais quand j'ai été diagnostiquée, là, j'avais 48 ans, puis mon score de glycine était de 8. C'était un cancer très agressif. Alors, j'ai comme deux fils puis une fille. Qu'est-ce que je fais? Oui, beaucoup de choses dans cette situation. Ouais. Je vais commencer par dire que, comme j'avais dit pour presque tous les cancers, le cancer du sein aussi, la plupart des cas ne sont pas héréditaires. À peu près 5 à 10% des cancers du sein sont héréditaires. Il y a des différences entre différents types de cancers. Par exemple, avec le cancer des ovaires, c'est à peu près 20% des cas qui sont héréditaires. Alors, juste un diagnostic d'un cancer du sein à l'âge de 50, 51, 52, ce n'est pas suspicieux pour un syndrome héréditaire. Mais le fait que le patient qui a demandé cette question a eu un cancer agressif de glycine de 8 à l'âge de 48 ans, juste cette info dit que le test génétique est disponible pour lui. Premièrement, il a eu son cancer à un jeune âge. Deuxièmement, c'était agressif et je ne sais pas son statut de santé maintenant, mais c'est bon de faire un test génétique pour lui parce que si le cancer va revenir, s'il a une récidive, peut-être ça peut ouvrir des portes de traitement, par exemple, un inhibiteur du PARP. Alors, dans cette situation, je ne peux pas dire que c'est une situation qui est très suspicieuse, mais je pense qu'il y a assez dans cette situation qu'une consultation génétique est indiquée. Et bien sûr, avec un rendez-vous avec nous, nous demanderons beaucoup de questions au sujet de l'histoire familiale. De temps en temps, nous essayons de regarder les rapports de pathologie du cancer du sein du mère parce que de temps en temps, il y a des types de cancer du sein qui sont plus suspicieux pour être génétiques et nous donnons des recommandations plus ciblées à lui. OK. Donc, en résumé, il devrait peut-être consulter en génétique, oui. Puis en même temps, OK. Oui, la réponse simple est oui, voir génétique. Ce n'est pas trop suspicieux, mais il y a assez là que je pense que c'est indiqué pour lui. Très bien, merci. Est-ce qu'un homme peut avoir une mutation génétique ou un gène défectueux sans en hériter d'un parent, puis finalement développer un cancer de la prostate là, qui est agressif? Est-ce que ça arrive? Oui, la réponse est oui, mais c'est très, très rare pour les syndromes que je viens de discuter aujourd'hui.
Bien sûr, on a à peu près 20 000 gènes, 25 000 gènes dans toutes nos cellules. Il y a beaucoup de différents types de syndromes génétiques. Il y en a des syndromes génétiques qui sont fréquemment complètement nouveaux chez quelqu'un, pas hérités d'un parent. Mais typiquement, quand nous parlons des syndromes héréditaires de cancer, comme le HPOC, le BRCA1, le BRCA2, le syndrome de Lynch, etc., typiquement, c'est hérité d'un des parents. De temps en temps, très rarement, dans ces conditions, mais dans des autres conditions beaucoup plus fréquentes, nous avons une situation que nous appelons une mutation de novo. Ça dit que quelqu'un a été créé dans le cellule du sperme ou l'ovule qui crée cette personne, une mutation est arrivée juste complètement par hasard. Et ça, c'est la raison que cette personne a une condition génétique. Ça dit que ça ne vient pas d'un parent, c'est vraiment quelque chose qui commence avec eux. Mais avec les syndromes héréditaires qui se prédisposent au cancer de la prostate, c'est très, très rare. C'est presque tout le temps que nous voyons un des parents qui a la même chose. Même s'ils n'ont pas eu un cancer, c'est possible aussi, bien sûr. Merci, Evan. Je voulais juste dire qu'on a reçu des questions par le biais de notre, évidemment, en fait, le info@soutien.ca, notre courriel. Puis tout ce qu'on espère, là, c'est qu'on a été en mesure de répondre à vos questions. Evan, j'aimerais revenir encore sur une question qui préoccupe beaucoup de patients. Puis la question, c'est à partir du moment qu'on sait qu'on est porteur d'un gène dans la famille, moi, en tant qu'homme, est-ce que je vais développer un cancer agressif au diagnostic? Parce que ma mère est porteuse d'une mutation de BRCA ou moi, je suis porteur d'une mutation BRCA ou du syndrome de Lynch, est-ce que je vais automatiquement développer un cancer agressif? Non, pas du tout, pas du tout. C'est très variable, même entre la même famille. Alors, comme j'ai déjà mentionné, même avec le BRCA1 qui est associé avec des risques très élevés pour les cancers, particulièrement pour les femmes, le risque pour le cancer du sein, c'est 70%. Si vous regardez ce côté, ça dit que 30% environ des femmes ne développeraient pas un cancer du sein. La même chose pour le cancer de la prostate. Même si le risque pour le cancer de la prostate, c'est 40% oui, c'est 60% non. Alors, bien sûr, ce n'est pas automatique. Bien sûr, ce n'est pas tous les cancers qui sont agressifs. Comme j'ai déjà mentionné, malheureusement, quand le cancer est causé par quelque chose de génétique, c'est plus probable à être agressif. Mais ça, c'est pourquoi nous avons des recommandations très spécifiques et très personnalisées pour le dépistage. Et le but de la dépistage, même si on ne peut pas prévenir un cancer de la prostate, le but, c'est vraiment d'identifier un cancer très, très tôt, à un stade précoce, et de le traiter, enlever, etc., avant qu'il ait des métastases, et aussi avec le minimum des complications avec le traitement. On va terminer avec une dernière question. Ce n'est pas la première fois que j'ai cette question-là. Il y a certains hommes là, qui sont porteurs de gènes ou qui ont peur du cancer de la prostate et qui veulent avoir un traitement préventif au même titre que les femmes, comme Angelina Jolie. Donc, ablation, juste pour prévenir. Oui, une bonne question. Leur répondre? Oui, la réponse est les complications d'une chirurgie comme ça sont plus importantes que la réduction d'une risque pour un cancer de la prostate. Ça ne vaut pas la peine de faire quelque chose comme ça pour une prostate. Je ne suis pas un chirurgien, je ne suis pas un neurologue, alors je ne peux pas vous donner trop comme ça. Peut-être vous pouvez demander à votre médecin, mais ce n'est pas quelque chose que nous recommandons. Vraiment, nous savons que le dépistage que nous avons, c'est une bonne façon de détecter un cancer à un stade précoce. Comme j'ai mentionné il y a quelques minutes, il y a bien sûr, il y a beaucoup d'études qui sont en train d'arriver, qui sont faites maintenant, et nous essayons de trouver des nouvelles façons de dépister pour le cancer de la prostate. Comme j'ai déjà mentionné, même à notre clinique, nous questionnons si ça vaut la peine de faire des résonances magnétiques des prostates. On verra. Alors, pas vraiment des choses pour prévenir un cancer dans une façon chirurgicale. Mais bien sûr, nous recommandons à tous nos patients
comme de suivre une bonne mode de vie en général, de ne pas fumer, de buvez de l'alcool en modération, de faire de l'exercice, tout ce que nous recommandons pour tout le monde de la population. Mais peut-être c'est plus important pour quelqu'un qui est connu d'avoir une prédisposition au cancer. Merci beaucoup, Evan. Winston, je te cède la parole. On a terminé la période de questions. Merci infiniment, Evan Weber. Ça a été parfait. Et merci à vous. Winston. Alors voilà, est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Oui, on t'entend, Winston. D'accord. Alors, merci tout le monde encore une fois. Ce webinaire tire à sa fin. Étant donné qu'on aimerait savoir ce que vous pensez, je vous invite à la fin du webinaire, il y a un endroit sur l'écran où vous pouvez peser sur continuer et on va enregistrer, vous aurez un petit sondage auquel vous pourriez répondre. Alors, le prochain webinaire, lui, aura lieu le 22 septembre prochain, dans une semaine à 19 h. Et nous aborderons nouveaux diagnostics, comment choisir un traitement avec le docteur Vincent Trudeau, qui est urologue au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières. Alors, soyez des nôtres et consultez le site procure.ca pour demeurer à l'affût. Alors, c'était Winston McQuaid pour Procure en parle. On se retrouve la prochaine semaine. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.